Au cours de l'an 235 après Jésus-Christ, dans les salles de marbre du pouvoir romain, un homme venu des marges s'empara de l'Empire et imposa sa volonté comme un coup de tonnerre. On l'appelait Maximin le Thrace. Sa montée fut le symptôme d'une époque en crise profonde, que les historiens nomment la crise du IIIe siècle. Guerre civile, frontières percées par des peuples venus du nord et de l'est, monnaie dévaluée, empereurs renversés en quelques mois par leurs propres soldats. Au milieu de ce tumulte, la silhouette de Maximin se détacha, immense, rugueuse, façonnée par des décennies de campagne. Né loin des salons du Sénat, formé au froid des camps, il n'avait ni l'urbanité, ni les alliances des grandes familles. Il avait, en revanche, la force, la patience du soldat et ce regard qui fait taire les prudents. Son accession commença sur le Rhin, quand l'empereur Alexandre Sévère perdit la confiance des légions. En un printemps bref, la fidélité bascula. Des enseignes se retournèrent, des tentes s'ouvrirent à la conjuration, et Alexandre, avec sa mère, tomba sous les lances. Rome apprit avec stupeur qu'un barbare, sans lignage classique, saignait désormais la pourpre. Le Sénat gronda, mais céda. Maximin gouverna comme il avait combattu, en commandant. Il levait des impôts lourds, punissait vite, récompensait selon le mérite des armes. À ses côtés se tenait son fils, Maximus, un adolescent à la beauté remarquée, aux traits fins, dont la grâce contrastait avec la dureté du père. C'est ici que commencent, même chez les auteurs anciens, des récits troublés, où l'observation se mêle au murmure. On raconte que l'affection paternelle de Maximin devint une fixation jalouse, protectrice jusqu'à l'excès. Il éloignait les précepteurs masculins, assignait à son fils des compagnes choisies pour leur discrétion, filtrant visites et regards. L'ombre de la cour bruissait. Certains voyaient simplement un père inquiet au sommet d'un monde perfide. D'autres y discernaient une obsession qui franchissait des frontières que Rome tenait pour sacrées. L'image publique de Maximus se transforma. Le père, jadis indifférent aux parures, s'intéressait désormais à la mise du jeune César. Des étoffes rares apparaissaient, des bijoux que l'on disait trop luxueux, des coiffures longues que l'étiquette réservait d'ordinaire aux matrones. Au banquet, dans les audiences, l'héritier s'asseyait si près de l'empereur que les sénateurs s'échangeaient des regards lourds de silence. On notait les gestes. Une main qui ajuste une tunique, des mèches qu'on lisse en public, une proximité que beaucoup jugeaient déplacée. Était-ce une stratégie de cour pour intimider l'aristocratie, ou bien le signe d'un désordre intérieur? Dans une Rome déjà à vif, l'ambiguïté devenait inflammable. Si cette plongée dans les zones d'ombre du pouvoir vous passionne, permettez-moi, chers auditeurs, de vous adresser une invitation simple. Si vous appréciez cette approche claire et exigeante de l'histoire, abonnez-vous à Historien Silencieux, laissez un commentaire et un j'aime. Votre soutien, discret mais précieux, nous aide à faire vivre des récits qui éclairent autant qu'ils bousculent. La politique, elle, ne se nourrit pas de murmures, mais de forces opposées. Quand l'Afrique se souleva autour des Gordiens, quand des gouverneurs en Hispanie et en Gaule doutèrent ouvertement de la légitimité de Maximin, la peur se répandit jusque dans la tente impériale. On disait l'empereur sans repos, passant ses colères sur ceux qui hésitaient, imaginant des complots partout. Alors, la protection de son fils devint contrôle, et le contrôle, mise en scène. Maximus apparaissait désormais comme un ornement auprès du souverain, présent à chaque revue, à chaque cérémonie religieuse, enlacé par le protocole autant que par les regards. La frontière entre l'intime et le public, si essentielle à l'ordre romain, se brouillait. Des mots changèrent. Là où l'on disait « le César », quelques courtisans, par prudence ou par peur,
adoptèrent des tournures qui effaçaient la virilité rituelle attachée à l'héritier. Les prêtres, gardiens de gestes réglés par la tradition, s'en trouvaient démunis. Les rites supposaient un père et un fils, selon des rôles fixés par les dieux et par le droit. Toute inflexion menaçait l'équilibre invisible que Rome croyait indispensable à la paix des hommes et à la faveur céleste. Dans les casernes aussi, des grondements sourds montaient. Le soldat romain admettait la dureté, la sévérité, parfois la cruauté. Il n'acceptait pas que l'honneur masculin, ciment de la communauté des armes, fût publiquement travesti. Au cœur de cette tension, une rumeur prit corps. L'empereur aurait rêvé d'imposer une union impossible, défiant lois humaines et lois sacrées. Était-ce calomnie politique, déformation d'une cour affolée ou projet véritable? Les auteurs ne s'accordent pas, et pourtant l'écho de cette rumeur suffit à enflammer la cité. Dans les marchés, on parlait bas. Dans les domus, on fermait les portes. Les matrones boycottaient les fêtes officielles. Le Sénat, meurtri mais pas muet, cherchait l'issue. Ce qui demeure, au-delà de la vérité précise de chaque scène, c'est la leçon d'un pouvoir sans contrepoids. Plus un homme concentre la force, plus il croit pouvoir remodeler les formes mêmes de la vie commune. Maximin, soldat devenu maître, pensa plier à son image non seulement les provinces et les légions, mais jusqu'au rôle qui, de père en fils, organisait l'ordre romain. Alors l'Empire, déjà fissuré par la guerre et la dette, découvrit une faille plus intime encore. L'atteinte à la limite, ce seuil invisible qui sépare l'autorité de l'abus. C'est par là que la colère entra, et avec elle, la possibilité de la chute. L'année 237 après Jésus-Christ marque un tournant décisif dans le règne de Maximin le Thrace. Ce qui n'était jusque-là que soupçons, murmures et gestes équivoques devint pour tous une évidence. L'empereur franchissait des limites qu'aucun autre souverain romain n'avait osé dépasser. C'est à ce moment précis que son obsession pour son fils Maximus se transforma en un projet démesuré, une entreprise qui allait déstabiliser l'ensemble de l'Empire. Les tensions politiques s'accumulaient déjà. L'Afrique, fidèle depuis des générations, s'était rebellée sous l'étendard des Gordiens. Le Sénat, dans ses couloirs de marbre, grondait contre les impôts écrasants imposés par l'empereur pour financer ses campagnes incessantes. Les provinces, exsangues, voyaient des légions entières se détourner du serment qui les liait à Rome. Pourtant, au milieu de ces fractures, Maximin concentrait ses énergies sur une décision que personne ne pouvait comprendre: la transformation publique et assumée de son fils. Les premiers signes vinrent discrètement. Maximus, jusque-là vêtu comme un jeune César, commença à apparaître dans des étoffes de soie aux couleurs éclatantes: pourpre, or, émeraude. Ces tissus, réservés traditionnellement aux matrones et aux prêtresses, contrastaient violemment avec la tradition militaire romaine qui valorisait la simplicité et la discipline. Peu à peu, Maximin engagea les meilleurs artisans, parfumeurs et coiffeurs de l'Empire pour redessiner l'image de son héritier. Des bijoux sertis de perles orientales, des broderies fines dignes des cours les plus raffinées, des coiffures complexes nécessitant des heures de préparation. Tout servait à composer une figure ambiguë, à la fois héritier impérial et symbole vivant d'un pouvoir qui n'acceptait aucune limite. Les chroniqueurs antiques, comme Hérodien, racontent que le visage de Maximus changea d'expression au fil des mois. Le jeune homme, à peine âgé de 18 ans, se figeait de plus en plus souvent dans un silence de pierre, comme détaché de son propre corps. Certains parlaient de dissociation, d'autres de résignation. La cour, elle, oscillait entre fascination et terreur. Les conseillers les plus audacieux, qui osaient exprimer leur malaise, étaient éloignés, exilés,
parfois exécutés. L'empereur ne supportait aucune critique. Dans les palais, on apprenait vite à baisser les yeux et à taire ses pensées. C'est alors que survint l'annonce qui fit trembler Rome entière. Au mois de mars de l'an 238, Maximin déclara publiquement son intention de contracter mariage. Au départ, la nouvelle fut accueillie avec un soulagement mesuré. Beaucoup espéraient qu'une épouse noble apporterait une stabilité nouvelle au trône, qu'une union politique pourrait apaiser les tensions avec les grandes familles romaines. Le Sénat, inquiet mais pragmatique, attendait de connaître le nom de la future impératrice. Mais lorsque l'identité de la fiancée fut révélée, l'indignation se transforma en effroi. La promise n'était autre que son propre fils, désormais appelé Maxima. L'annonce eut lieu au Sénat, dans une séance qui allait entrer dans l'histoire pour le choc qu'elle provoqua. Maximin, vêtu de ses habits impériaux les plus somptueux, fit son entrée accompagné de Maximus, métamorphosé en une figure féminine. Longue stola blanche, voile brodé d'or, perles scintillantes sur le front. La salle, pleine de sénateurs aguerris ayant survécu à des décennies de crise, demeura muette. Les regards se croisaient sans mots, entre horreur et sidération. L'empereur prit la parole. « Sénateur de Rome, je vous présente la belle Maxima, ma future épouse, avec qui je scellerai une union sacrée pour garantir la pureté et la continuité de notre lignée impériale. » Bon. Allez. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Le vieux Cornelius Balbus, sénateur vénérable au service de 5 empereurs, osa rompre l'étreinte glaciale des mots non dits. « César, ce que vous proposez viole toutes les lois divines et humaines. C'est un sacrilège, une trahison des dieux et des hommes. » Il n'alla pas plus loin. Dans un geste brutal, l'empereur bondit de son siège, traversa la salle et, de ses propres mains, étrangla l'homme qui venait de le défier. Le corps inerte tomba au sol. Maximin, le souffle court, revint s'asseoir, ses doigts encore tachés de sang. « Quelqu'un d'autre souhaite-t-il s'opposer à mon mariage ?» Personne ne parla. L'assemblée tout entière comprit que le débat n'était plus possible. La décision impériale s'imposait comme une condamnation. La cérémonie fut fixée au lendemain même, comme pour couper court à toute opposition. Ce choix hâtif brisait toutes les traditions romaines, qui imposaient un temps de préparation pour les unions impériales. Mais Maximin n'entendait ni rituel, ni opposition. Le mariage eut lieu dans le temple de Vénus et de Rome, sanctuaire dédié à l'amour et à la grandeur de la cité. La profanation fut totale. Maximus, attaché par des chaînes d'or dissimulées sous sa robe de cérémonie, fut conduit jusqu'à l'autel. Son voile blanc ne parvenait pas à cacher les larmes qui coulaient silencieusement sur ses joues. Le grand pontife, contraint sous menace de mort, célébra l'union dans une voix tremblante, vidée de tout éclat sacré. L'assemblée, triée sur le volet, assistait à ce spectacle figé dans une atmosphère glaciale, presque irréelle. Rome apprit la nouvelle le jour même. Dans les rues, le silence remplaça les chants. Les marchés se vidèrent, les citoyens se cloîtrèrent chez eux. Les matrones de l'aristocratie lancèrent un boycott massif des fêtes et banquets impériaux. Dans les termes, les noms de Maximin et de Maximus ne se prononçaient plus qu'à voix basse, comme des malédictions. Le mariage, qui aurait dû célébrer la continuité de la lignée, devint le symbole d'une rupture profonde, non seulement avec les traditions, mais avec les fondements mêmes de la civilisation romaine. Les provinces réagirent rapidement. En Hispanie, le gouverneur Marcus Pupienus Maximus proclama qu'il ne reconnaissait plus l'autorité d'un empereur qu'il accusait d'avoir offensé les dieux. En Gaule, des légions entières commencèrent à se mutiner, refusant de servir sous les ordres d'un chef qu'elles jugeaient déshonoré. En Orient, où les liens familiaux étaient sacrés, les prêtres dénoncèrent publiquement l'union comme une abomination. Rome,
en quelques semaines, perdit le soutien de la plupart de ses élites provinciales. Mais c'est au sein même des légions impériales que la fissure devint un gouffre. Les soldats, loyaux jusqu'alors, furent confrontés à un dilemme. Comment obéir à un commandant suprême qui reniait publiquement les codes virils qui définissaient l'honneur militaire romain? Les centurions, piliers de la discipline, refusaient désormais d'accompagner l'empereur lors des revues de troupes. L'image de Maximus, vêtue comme une épouse et présentée comme telle, devenait insupportable pour des hommes qui faisaient de la force, de la masculinité et du courage les fondations de leur identité collective. Des désertions se multiplièrent. Les casernes, jadis unies par la rigueur et la loyauté, se fracturaient sous le poids du scandale. Le Sénat, tétanisé mais lucide, comprit qu'il tenait là une opportunité unique. Dans des réunions secrètes, réformistes et conservateurs unirent leurs forces. Le mariage sacrilège, qui avait provoqué horreur et honte, pouvait devenir l'arme politique décisive pour renverser l'empereur. On commença à négocier avec les provinces révoltées, à rallier les légions mécontentes, à préparer en silence ce qui allait devenir une insurrection coordonnée contre Maximin. À cet instant, un point de non-retour était franchi. Le scandale privé devenait une affaire d'État. La légitimité impériale s'effritait jour après jour, non pas sous l'effet d'une défaite militaire, mais sous le choc d'une transgression morale que la société romaine, malgré tous ses excès, refusait d'accepter. Le mariage scandaleux de Maximin et de son fils Maximus avait brisé un équilibre millénaire. La Rome des traditions, celle des rites et des dieux, basculait dans un chaos nouveau. En l'espace de quelques semaines, l'onde de choc se propagea à travers tout l'Empire, alimentant révolte, désertion et conspiration. Dans les marchés, les bains publics et les temples, on murmurait avec effroi que les dieux avaient détourné leurs yeux de la ville éternelle. Même les auspices, ces signes sacrés observés dans les entrailles des animaux sacrifiés, annonçaient des présages uniformément sombres. À Rome, le Sénat, d'abord terrifié par la violence de l'empereur, trouva dans l'indignation générale une arme nouvelle. Le souvenir du meurtre brutal du vieux Cornelius Balbus hantait encore les esprits, mais l'heure n'était plus à la peur. Maximin avait franchi une ligne que même les sénateurs les plus prudents ne pouvaient ignorer. Dans des réunions nocturnes, derrière les colonnes des basiliques désertes, les factions ennemies de la République, conservateurs et réformistes, unirent leurs forces. Pour la première fois depuis des décennies, les rivalités internes s'effacèrent devant un objectif commun: destituer un empereur jugé indigne, non pas pour ses défaites militaires, mais pour avoir violé les fondements sacrés de l'ordre romain. Pendant ce temps, les provinces s'embrassèrent. En Hispanie, Marcus Pupienus Maximus prit les armes et appela à une coalition contre l'empereur. En Gaule, plusieurs légions rompirent le serment de fidélité et refusèrent de répondre aux ordres venus de Rome. En Orient, où les liens familiaux et les rites religieux occupaient une place centrale, les grands prêtres déclarèrent officiellement que l'empereur avait offensé les dieux et condamnaient ses actes comme une souillure pour l'ensemble du monde romain. Jamais le pouvoir impérial n'avait été autant fragilisé, non par la force des barbares, mais par un acte perçu comme une trahison envers les valeurs fondamentales. Les premières fissures apparurent là où Maximin s'y attendait le moins, dans son propre camp. Les légions qui l'avaient porté au pouvoir 3 ans plus tôt commencèrent à douter de leur chef. Dans les casernes, les vétérans, ces hommes marqués par des décennies de bataille, refusaient désormais de prononcer le nom de Maxima, comme l'empereur exigeait qu'on appelle son fils. Des murmures circulaient. Un homme qui renonce à son honneur ne peut diriger des hommes libres. Les centurions, colonne vertébrale de la discipline militaire,
exprimèrent ouvertement leur mécontentement. Ce n'était pas seulement l'empereur qu'ils rejetaient, c'était l'humiliation publique qu'il infligeait à la culture romaine, où virilité, force et dignité étaient indissociables de la fonction impériale. L'occasion tant attendue se présenta au printemps de l'an 238. Maximin avait convoqué un grand conseil de guerre dans son campement près d'Aquilée, espérant rallier ses généraux et contenir la révolte qui grondait. Mais ce jour-là, il fit une erreur fatale. Il ordonna que Maximus, vêtu en épouse impériale, prenne place à ses côtés et préside symboliquement la réunion. L'image, insupportable pour beaucoup, déclencha une tension irréversible. C'est le général Marcus Pupienus, vétéran respecté de 40 années de service, qui osa rompre le silence. « César, je ne reconnais ici aucune femme, et je ne reconnais plus comme empereur un homme qui a renoncé à tout honneur. » La salle se figea. Maximin, furieux, ordonna l'exécution immédiate du général. Mais cette fois, les soldats désignés pour appliquer la sentence refusèrent d'obéir. Pour la première fois, l'autorité impériale se brisait devant la volonté de ses propres troupes. Dans un silence tendu, les centurions se levèrent, défiant leur maître. Puis les épées sortirent, et le tumulte se répandit comme un incendie. Le soulèvement fut rapide et implacable. Dans la confusion, les légions présentes proclamèrent leur désobéissance à Maximin. Ce n'était plus une mutinerie, c'était une révolution. Les nouvelles se répandirent comme une traînée de poudre. À Rome, le Sénat, enhardi par la rébellion des soldats, déclara officiellement Maximin ennemi public et nomma 2 co-empereurs, Pupienus et Balbinus. Cette décision marqua une rupture historique. Pour la première fois, un empereur n'était pas renversé pour incompétence militaire, mais pour transgression morale. Maximin, acculé mais pas brisé, fit alors un choix désespéré: marcher sur Rome. Dans un dernier sursaut d'autorité, il rassembla les troupes qui lui restaient fidèles et ordonna d'assiéger la capitale. Mais même au sein de son armée, les désertions se multipliaient. La vision de Maximus, contraint de suivre son père vêtu comme une épouse, provoquait un malaise profond chez des soldats pour qui la dignité romaine était sacrée. Les tentes se vidaient la nuit, les étendards tombaient. Le siège d'Aquilée fut le théâtre de son ultime défaite. Épuisés, affamés et démoralisés, les soldats se retournèrent contre lui. Dans la nuit du 10 mai de l'an 238, un groupe de prétoriens dirigé par le centurion Gaius Arius pénétra silencieusement dans la tente impériale. Ils trouvèrent Maximin endormi, aux côtés de son fils Maximus, tous deux vêtus des robes nuptiales qu'ils portaient lors des cérémonies officielles. L'exécution fut rapide et sans appel. L'empereur fut décapité, sa tête placée dans une urne de bronze, puis envoyée à Rome comme preuve de sa mort. La nouvelle se répandit au matin. Dans la ville éternelle, les cloches des temples sonnèrent, les sénateurs célébrèrent et les foules descendirent dans les rues, partagées entre le soulagement et l'effroi. Mais le destin de Maximus, lui, demeura plus tragique encore. Libéré des chaînes de son père, il se retrouva prisonnier des siennes, son identité détruite, son esprit brisé. Les témoins rapportent qu'il errait dans le palais, incapable de parler, alternant entre des tentatives désespérées pour retrouver sa masculinité et des moments de dissociation où il se croyait réellement la femme que son père avait façonnée. Selon Hérodien, la fin de Maximus arriva 1 semaine plus tard. Les récits divergent. Certains disent qu'il se jeta depuis une fenêtre du palais, d'autres qu'il cessa simplement de s'alimenter. Mais tous s'accordent sur un fait. Avant de mourir, il arracha les vêtements féminins qu'on l'avait forcé à porter, comme un ultime geste de rébellion silencieuse, tentant de récupérer une dignité qu'on lui avait volée. L'épisode marqua profondément la mémoire romaine.
La mort de Maximin le Thrace ne fut pas seulement celle d'un tyran brutal. Elle incarna la chute d'un homme dévoré par le pouvoir et par ses propres obsessions. Le scandale du mariage imposé devint un avertissement gravé dans l'histoire. Il existait, même pour un empereur, des frontières invisibles qu'aucun pouvoir ne pouvait franchir sans provoquer la ruine. L'Empire romain, déjà fragilisé par les invasions et les crises économiques, s'enfonça un peu plus dans l'instabilité. La succession des empereurs devint encore plus chaotique. Les provinces se détachèrent les unes après les autres, et les germes de la division, semés dans ces années sombres, continuèrent de croître pendant des générations. Plus profondément, cet épisode révéla une vérité universelle. Le pouvoir absolu, sans contrepoids ni limite morale, conduit toujours à la destruction, non seulement de ceux qui le subissent, mais aussi de celui qui l'exerce. Maximine croyait pouvoir redéfinir les lois, la famille, la religion et jusqu'à l'identité même de son héritier. En réalité, il ne fit qu'accélérer la désagrégation de l'autorité impériale et provoquer un rejet collectif de son règne. Pour les historiens, l'histoire de Maximin et Maximus reste l'un des témoignages les plus troublants de la fragilité humaine face à l'excès de pouvoir. Elle illustre comment, derrière les marbres polis et les triomphes militaires, des blessures intimes peuvent déstabiliser des civilisations entières. La transgression du père et la tragédie du fils rappellent que la force brute ne suffit pas à gouverner, et que lorsqu'un chef s'érige au-dessus de toute loi, il entraîne avec lui ses proches, son peuple et son monde vers l'abîme. Ainsi s'achève l'histoire d'un empereur et de son héritier, pris dans la spirale d'un drame, où l'amour dévoyé, la peur, la domination et l'humiliation se mêlent jusqu'à briser des vies et ébranler un empire. 2 siècles plus tard, certains chroniqueurs affirmaient encore que les ombres de Maximin et de Maximus hantaient les ruines du palais, rappelant à quiconque s'approchait que l'histoire de Rome n'a jamais pardonné ceux qui franchissent les limites les plus sacrées.